Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Notre invité ce midi, c'est Thierry Santa, membre du gouvernement en charge notamment du budget et des finances. Thierry Santa, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation et votre actualité, c'est bien sûr le budget et son adoption hier par le gouvernement avant son examen par le Congrès le 28 mars, la semaine prochaine. Un budget contraint, on l'a dit, étant donné bien sûr la situation de la Nouvelle-Calédonie 10 mois après le début des violences insurrectionnelles. Et si on vous a bien compris, pour paraphraser Churchill, vous promettez aux Calédoniens du sang, de la sueur et des larmes. C'est un peu ça. Alors, je n'irai pas jusque-là, Madame Noire, mais effectivement, ce budget tel qu'il a été préparé et présenté donc hier au gouvernement prévoit un certain nombre d'efforts qu'on va demander aux Calédoniens, aux fonctionnaires, aux agents de la fonction publique, euh, parce que la situation est telle aujourd'hui de nos finances publiques que malgré le soutien que l'État nous apporte, vous le savez, avec un prêt d'1 milliard d'euros garanti, ce financement va nous permettre de fonctionner à minima et va nous obliger tous, toutes collectivités confondues, à faire effectivement des efforts d'économie, en particulier dans nos dépenses de fonctionnement. Euh, les violences insurrectionnelles ont fait s'effondrer complètement l'économie calédonienne. À votre avis, combien de temps est-ce qu'il va falloir pour la redresser? Est-ce qu'on a un peu de visibilité et un peu d'espoir? En tout cas, dans les simulations que nous avons préparées, puisqu'avant un budget, la présentation d'un budget, on doit d'abord présenter un débat d'orientation budgétaire. C'est ce qui s'est passé il y a une quinzaine de jours au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Avec un avis à l'unanimité, ce qui est quand même peut-être un bon signe. Alors, je pense que c'est surtout la conscience collective de la nécessité, comme je le disais, d'envisager les choses en fonction de la situation qui est la nôtre. Et donc, ces simulations, nous avons envisagé des financements qui nous permettent, je le redis, de fonctionner à minima et de faire en sorte que, malgré tout, les collectivités calédoniennes gardent la capacité à agir au bénéfice des Calédoniens, malgré ces contraintes extrêmement fortes engendrées par la chute de nos recettes fiscales, comme vous l'avez indiqué, à la suite des événements que nous avons connus au mois de mai dernier. Et malgré cette chute, tout en faisant un calcul qui permet, grâce au soutien du prêt garanti par l'État, de garantir un minimum de financement à toutes les collectivités. C'est ce qu'on appelle le budget de répartition, dont les simulations qui ont été établies permet d'envisager un budget de répartition à hauteur de 101,8 milliards sur les 3 prochaines années, constant sur les 3 prochaines années. Ça paraît beaucoup, mais quand on sait que la moyenne de ce budget de répartition sur les 5 dernières années, je fais abstraction bien sûr de 2024, qui est exceptionnel, était plutôt aux alentours de 112, 113 milliards, ça suppose donc un effort de baisse de ressources de 10% de la part de toutes les collectivités, puisque ce budget de répartition, vous le savez, permet d'alimenter à la fois les budgets des communes, des provinces et le budget propre de la Nouvelle-Calédonie. On va détailler tout ça, mais je voudrais revenir également sur le contexte de préparation budgétaire. Bon, déjà, on le disait, la suite des émeutes qui ont détruit complètement l'économie calédonienne, et puis une chute du gouvernement fin 2024 et un gouvernement mis en place fin janvier. Donc, vous avez eu relativement peu de temps. Comment est-ce que vous avez fait pour élaborer ce budget et pour trouver des points d'équilibre? Vous avez raison. On a fait finalement en un peu moins de 2 mois ce qu'on fait traditionnellement en 3 voire 4 mois. La préparation d'un budget, en général, commence en fin d'année précédente pour pouvoir être voté avant le 31 mars, qui est la date limite réglementaire pour adopter un budget. Et rien n'avait été fait fin 2024. Il y avait déjà eu un premier, je suppose, et je le sais, un premier travail auprès des directions de la Nouvelle-Calédonie. Comme chaque année, elles connaissent les délais et elles ont toutes travaillé de leur côté pour essayer d'estimer les besoins minimums qui étaient les leurs. Mais ensuite, il faut un certain nombre de concertations pour équilibrer tout ça. Donc le contexte, finalement, aujourd'hui, a complexifié les choses, dans le sens où le délai court qui était le nôtre s'est accompagné aussi d'une demande forte de la part de nos collègues du Congrès de la Nouvelle-Calédonie d'être associés en amont de la préparation donc de ce débat d'orientation budgétaire et de ce budget ensuite. Vous savez aussi que, on l'a dit, les recettes fiscales ont été catastrophiques. On prévoit hélas encore une diminution de nos recettes fiscales en 2025, recettes de la Nouvelle-Calédonie. Et enfin, un dernier point qui n'est pas négligeable, on a aussi face à nous des représentants de l'État
qui ont un certain nombre d'exigences concernant les modalités de mobilisation du milliard d'euros garanti. Donc c'est dans ce contexte général qu'il a fallu établir ce débat d'orientation budgétaire et ce budget qui aujourd'hui est reconnu par tous, même par l'État, puisque nous avons, grâce à un courrier commun adressé à l'État, et quand je dis commun, c'est commun de toutes les collectivités calédoniennes, à l'exception de la province Nord, et commun également de tous les groupes politiques au Congrès, à l'exception de l'UCFLNKS nationaliste. Tous les autres ont signé ce courrier adressé à l'État pour demander, premièrement, une mobilisation plus rapide en 2025 du prêt garanti pour pouvoir financer tous nos besoins, et deuxièmement, le fait de ne pas nous obliger à payer les intérêts, ce qu'on appelle les intérêts intercalaires, puisque ce prêt est reporté, un remboursement de ce prêt est reporté à 3 ans, mais pendant les 3 années en question, il faut payer des intérêts. Et on a demandé à l'État de nous exonérer de ces intérêts. Nous avons été entendus sur le premier point. Vous avez déjà une réponse. Voilà. On a eu une visio pas plus tard que mercredi matin à ce sujet avec les représentants du Premier ministre, du ministre des Outre-mer et bien sûr de Bercy, qui nous ont accompagnés sur le premier point, sur le besoin de financement plus important en 2025, mais qui par contre sont restés fermes pour des raisons, je pense, techniques, sur les intérêts intercalaires, en nous demandant de les intégrer à notre budget. C'est ce que nous avons fait, et c'est le budget donc qui sera présenté au Congrès de la Nouvelle-Calédonie la semaine prochaine. Alors, baisse des recettes, c'est ce qui caractérise ce budget 2025, et pourtant on a compris que l'une des philosophies de ce budget, c'était de ne pas augmenter la pression fiscale. Est-ce que c'est pas paradoxal? Est-ce que c'est pas justement, non? Est-ce qu'on n'a pas besoin d'argent et qu'il faut aller le chercher où on peut, et notamment chez le contribuable calédonien? Alors, c'est effectivement un élément central des prospectives budgétaires. C'est effectivement cette volonté affirmée par tous les groupes quasiment au Congrès, enfin, en tout cas ceux qui s'expriment, de ne pas augmenter la pression fiscale calédonienne. Pour une raison simple, c'est que la situation est telle aujourd'hui qu'il n'est pas envisagé de réduire encore le pouvoir d'achat des Calédoniens, qui a déjà subi une baisse significative après les exactions de mai dernier, et de ne pas non plus augmenter les charges des entreprises, qui sont déjà, comme tout le monde le sait, en grande difficulté. Et je ne parle pas que de celles qui ont été détruites, je parle de tout le système économique dans sa globalité, du fait de la baisse importante de la consommation générale. Donc c'est cette philosophie-là qui sous-tend les projections que nous avons faites, et avec l'hypothèse d'une reprise économique à partir de 2026, que cette année 2025 soit encore une année de transition, avec, je l'expliquais, une baisse encore de nos recettes fiscales, mais les simulations que nous faisons nous permettent d'envisager un début de reprise économique en 2026 et qui se confirmerait ensuite en 2027 pour retrouver nos niveaux antérieurs à partir de 2028. C'est sur la base de ces hypothèses-là que nos simulations ont été réalisées. Concernant la TGC, on sait que c'était l'une des conditions qui avait été posée par Bercy, et on sait qu'il y a un besoin d'ajustement de cette taxe. Est-ce que ça va être fait ou est-ce que ça va être reporté là aussi à plus tard? Alors mon collègue Christopher Gigès, qui est en charge de la fiscalité, de toute la fiscalité, effectivement, a prévu d'organiser à la mi du mois d'avril un grand séminaire sur tous ces sujets, pouvoir d'achat, charges d'entreprise et fiscalité. Et le sujet de la TGC sera remis sur la table avec un certain nombre d'hypothèses qui ont déjà été présentées à plusieurs reprises, en l'occurrence, mais l'idée étant à un moment donné de faire un choix. Le choix pouvant être aussi de ne rien faire. Ça fait partie des choix. Mais Christopher persiste quand même sur sa volonté de pouvoir échanger à nouveau avec les partenaires sociaux et les partenaires politiques de la Nouvelle-Calédonie pour discuter à nouveau de tous ces points. On parle de la TGC, on parle de la CCS, on parle de l'IRPP, on parle de l'IS, on va parler de tous ces sujets-là pour essayer de trouver les bons équilibres, mais toujours avec la philosophie d'éviter cette augmentation de la pression fiscale générale. Alors le mot d'ordre général, on l'a bien compris, sont des efforts, vous le disiez, des économies. Comment dans un territoire, dans l'état où il est, alors que tout fonctionne déjà en mode dégradé, l'économie est exsangue, quels efforts supplémentaires peuvent être faits et par qui? Alors quand je parle des efforts, moi je parle surtout des efforts du secteur public, puisque je considère que le secteur privé, c'est le moins qu'on puisse dire, a déjà fait beaucoup d'efforts compte tenu de ce qu'il a subi. Et je considère que le secteur public a sa part à jouer finalement pour le redressement économique de notre pays.
Et la meilleure façon de le faire, c'est en maintenant un niveau d'investissement public, par exemple, suffisamment élevé pour participer à la relance du BTP et à la relance des autres secteurs économiques du pays. C'est aussi en travaillant sur le secteur du nickel qui, vous le savez, est en grande difficulté. Et notre président, Alcide Bonga, s'investit énormément en la matière pour essayer de permettre la reprise progressive de l'activité du nickel. Et pour pouvoir atteindre ces objectifs, je parle des investissements publics, il faut pour cela faire des économies en fonctionnement. Surtout quand on a moins de recettes de fonctionnement. Comme je l'ai indiqué, le budget de répartition a été réduit de 10% pour toutes les collectivités. Et ça s'applique bien entendu à la Nouvelle-Calédonie. Et là, il n'y a pas 50 millions de possibilités. Les dépenses de fonctionnement de collectivités, vous avez 3 grandes catégories. Vous avez les dépenses courantes de fonctionnement, c'est-à-dire les charges d'électricité, d'eau, d'entretien des bâtiments, enfin le fonctionnement général de la collectivité. Vous avez tout ce qui concerne les subventions, les participations, les cotisations. Et enfin, vous avez la masse salariale. Et en ce qui nous concerne, en ce qui concerne le budget de la Nouvelle-Calédonie que j'ai présenté et qui va être débattu la semaine prochaine, on va agir sur les 3 domaines. On va réduire notre masse salariale, on propose de réduire notre masse salariale. Pas plus tard qu'avant notre entretien, j'étais en réunion avec les partenaires sociaux et les employeurs publics pour leur présenter donc les mesures qui permettront de réduire cette masse salariale. On va également réduire nos subventions en essayant de cibler les subventions sur lesquelles on peut agir et donc de maintenir celles qui nous paraissent essentielles et qui correspondent précisément aux compétences de la Nouvelle-Calédonie. Et sur les charges courantes, il faut savoir que la Nouvelle-Calédonie, dans tous ces domaines, y compris sur la masse salariale, y compris sur les subventions, a déjà fait énormément d'efforts de réduction de ses budgets depuis les 5 dernières années. Il y a de la marge encore. Et donc sur les charges courantes, pour l'instant, l'idée a été de maintenir l'enveloppe de ces charges courantes en 2025, de manière à laisser le temps à une cellule de contrôle de gestion qui va être mise en place cette année, de faire son travail d'analyse et de recherche encore d'économies potentielles. Elle a déjà fait un gros travail qui a permis, pour vous donner un exemple concret, de réduire par exemple nos factures de téléphone d'un tiers. On est passé de 60 millions à 40 millions par an. Et donc on considère qu'on peut aussi faire ce genre d'effort sur plein d'autres domaines, et ça sera le travail de cette cellule, et qui devrait permettre, en tout cas c'est comme ça que ça a été intégré dans les simulations, de réduire nos dépenses de fonctionnement courantes de 5% l'année prochaine à partir de 2026. Et pour revenir sur la masse salariale, peut-être vous donner un petit peu les 3 moyens qui vont nous permettre d'atteindre masse cet salariale, objectif. ça veut dire suppression d'emplois, ça veut dire non renouvellement, ou ça veut dire baisse des salaires? Ça veut dire effectivement une suppression d'un certain nombre de postes prévus. On prévoit de supprimer une 50aine de postes en 2025 et pour l'instant on en a également gelé 80 sur les 240 aujourd'hui postes vacants. Là je parle bien de la Nouvelle-Calédonie, de l'institution Nouvelle-Calédonie. On a également prévu un gel, ce qu'on appelle le gel des avancements pendant 2 ans. Ça veut dire que pendant 2 ans, les salaires n'augmenteront pas, sachant que dans la fonction publique, normalement, vous avez une progression régulière tous les 2 ans des salaires des agents publics. Et on prévoit également la mise en place d'un système d'incitation à un travail à temps partiel pour permettre à des agents qui le souhaitent de pouvoir moins travailler, mais en contrepartie, forcément, de réduire leur rémunération et donc de faire des économies à la collectivité. Donc c'est les 3 mesures qui vont nous permettre de réduire de 1,2% notre dépense de masse salariale entre 2024 et 2025, en l'occurrence. Est-ce que c'est pas dangereux de supprimer des emplois dans la fonction publique alors que déjà dans le secteur privé, le chômage atteint des niveaux épouvantables? Vous savez, c'est ce que j'ai expliqué donc, aux partenaires sociaux. Je pense qu'il faut avoir une vision globale du système. Ce travail, ces efforts qui sont demandés au secteur public ont pour intérêt je le répète, d'améliorer notre capacité d'investissement collectif public qui lui-même va participer à la reprise économique du pays et donc à la création ou la recréation d'emplois en Nouvelle-Calédonie. Donc la baisse des effectifs dans le secteur public, l'objectif c'est il y ait une augmentation des effectifs dans le secteur privé. Et qu'on le veuille ou pas, c'est bien le secteur privé qui est créateur de richesses et qui permet, entre autres, aux collectivités, de fonctionner grâce à la fiscalité qu'ils supportent.
Donc c'est bien ça, l'idée, c'est ne pas toucher par contre au pouvoir d'achat des fonctionnaires ou des agents publics. J'avoue que c'était aussi des mesures que j'avais présentées, et ça fait l'objet d'une petite polémique il y a une quinzaine de jours. Finalement, le choix a été de ne pas toucher au pouvoir d'achat des fonctionnaires qui participent finalement à cette consommation générale et à ce besoin économique global. Mais par contre, faire un effort effectivement en termes d'effectifs. Et là, il y a un grand projet que notre président met en œuvre, continue à mettre en œuvre et même le fait de manière très dynamique. C'est ce fameux plan d'évolution de l'administration qui a pour objectif de mutualiser les moyens, d'améliorer l'organisation de notre administration, d'utiliser au maximum le numérique, tout ça pour à la fois réduire nos charges et nos effectifs à terme, mais tout en garantissant une qualité de service, voire une meilleure qualité de service aux Calédoniens. Donc c'est tout ce travail de fond qui est en cours et qui va se matérialiser progressivement sur les 3 prochaines années. Ça se fait en concertation avec les partenaires sociaux, et est-ce qu'ils adhèrent à ce plan, ou est-ce que vous sentez de fortes réticences ? Sur les propositions de réduction du pouvoir d'achat, il y a eu de très fortes réticences, vous l'imaginez bien. Et puis, en reparlant à la fois avec les collègues du Congrès et les collègues du gouvernement en collégialité, je le répète, le choix a été de ne pas toucher à la rémunération. En tout cas, à ne pas baisser la rémunération. Parce que le gel, vous l'avez compris, des avancements va forcément obliger à une stagnation de la rémunération des fonctionnaires sur les 3-4 prochaines années. Mais parce que encore une fois, l'idée était de préserver finalement ce niveau de consommation des agents publics, qui est aussi un pilier économique. Un pilier économique, vous avez la consommation d'un côté et l'outil de production de l'autre, les entreprises. Il faut que les deux fonctionnent pour que ça fonctionne bien. Il ne peut pas y en avoir un plus que l'autre. Et donc, pour pouvoir maintenir cette consommation, ça a été le choix qui a été fait. Et en parallèle, de manière, malgré tout, à dégager l'investissement permettant la relance économique, l'investissement des collectivités, la seule solution, c'était d'avancer dans ce sens. La diminution des subventions, ça a aussi des répercussions sur la vie sociale. Souvent, les associations sont là pour compenser les endroits où le service public n'est pas forcément en activité. Comment vont se faire les choix ? C'est en concertation au sein du gouvernement Alors ça a été effectivement une concertation auprès de chacun de mes collègues, et je profite de l'occasion pour les remercier de ce travail collectif qui a été le nôtre, et je remercie aussi sincèrement toutes les directions de la Nouvelle-Calédonie qui ont vraiment joué le jeu pour essayer d'aller chercher finalement les économies là où elles se trouvaient aujourd'hui. Et encore une pensée encore plus particulière pour notre direction du budget et des affaires financières, qui a travaillé dans des conditions extrêmement compliquées ces 2 derniers mois, compte tenu de l'urgence de la situation. Donc voilà, merci à tous. Et donc, je répète, c'est vraiment un travail collectif qui a été mené. Pour les subventions, on a essayé malgré tout de privilégier tout ce qui est système associatif qui correspond à un service public dont les Calédoniens ont besoin, et peut-être agir sur les associations qui ont moins cette notion de service public général, d'intérêt général, on va dire. Ça, c'est pour ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie. Les provinces, les communes, comment est-ce qu'elles vont se débrouiller ? Quelles sont les conséquences pour elles de ce budget, dans le budget de répartition notamment ? Et est-ce qu'elles vont pouvoir faire face, augmenter la dépense publique, comme vous le dites ? Est-ce que vous attendez d'elles également qu'elles diminuent leurs dépenses de fonctionnement ? Je pense que tout le monde n'aura pas le choix, dès lors que tout le monde a conscience d'une baisse de 10% de ses recettes de fonctionnement, parce qu'on parle de recettes de fonctionnement des collectivités. Tout le monde devra faire les efforts nécessaires ensuite en dépenses pour équilibrer leur budget. Je sais par exemple que la province Sud a déjà fait ce travail de fond et a réussi à dégager l'autofinancement nécessaire pour les investissements qui sont les leurs, pour maintenir un niveau d'investissement élevé comme ça a été le cas les années précédentes. J'oublie pas quand même de mentionner également le soutien de l'État en la matière, parce que nous, la Nouvelle-Calédonie par exemple, nous avons inscrit 7 milliards 200 millions d'investissements en 2025. Il faut savoir que sur les 7 milliards 200 millions, vous avez 3 milliards 500 millions qui viennent de l'État dans le cadre des contrats de développement, et dans le cadre surtout aussi de l'annonce du ministre d'apporter une subvention, cette fois-ci,
en soutien aux collectivités pour la reconstruction des bâtiments qui ont été détruits, que ce soit scolaires ou administratifs. Donc c'est aussi grâce à ce soutien-là qu'on arrive à maintenir ce niveau d'investissement que nous souhaitons et à l'effort donc, qui est fait en matière de fonctionnement, et ça sera le cas pour toutes les collectivités calédoniennes. Et c'est important là pour le BTP, pour l'emploi, c'est aussi Bien sûr. un poste important. Alors justement, ce fameux prêt de 120 milliards de l'État, c'est un prêt, pas une subvention, on l'a déjà dit, et Bercy ou l'État sont intraitables sur ce point parce que tout le monde a essayé d'intervenir pour le transformer en subvention, c'est impossible. C'était un point également que nous avions indiqué dans notre courrier commun que j'ai évoqué tout à l'heure. C'était cette demande à nouveau renouvelée de la part de tous de transformer ce prêt en subvention. L'État nous a à nouveau expliqué que la situation nationale ne le permettait pas. Tout le monde connaît la situation de la métropole. Et donc, Bercy et l'État en général, puisque, je le répète, la visio que nous avons eue a été une visio interministérielle. Donc, c'est plus Bercy tout seul, c'est vraiment les représentants du Premier ministre et les représentants du ministre des Outre-mer qui étaient présents. Donc, ont maintenu ce principe d'un prêt, en tout cas pour l'instant. Et moi, je ne peux pas faire autrement, en tant que responsable des finances de la Nouvelle-Calédonie, de prendre en considération ce choix et donc d'inscrire des financements correspondant à cette démarche d'emprunt. Voilà, parce que comme vous le disiez tout à l'heure, sur ces 120 milliards, il y a déjà toute une partie qui est utilisée en fait pour rembourser des avances de trésorerie antérieures. Hein. Pour vous donner des chiffres, en essayant de pas trop saturer nos auditeurs, en 2025, on prévoit d'utiliser 94 milliards à peu près de ce prêt de 120 milliards, 119,3 exactement. Pourquoi 95 milliards ? Parce qu'on doit, dans un premier temps, effectivement, rembourser les 46 milliards d'avances de trésorerie que l'État nous a octroyés en 2024 pour faire face à tous nos besoins que tout le monde connaît. Mais en plus de cela, on va devoir rembourser donc, les intérêts intercalaires. On parle de 3 milliards quand même sur l'année. On doit devoir financer tout notre système de chômage. Et là, on prévoit une enveloppe de 11,2 milliards. Je vous donne les chiffres de tête. On prévoit également de financer notre système électrique. Et là, c'est une enveloppe de 4,4 milliards qui est prévue. Et surtout, on prévoit de compenser la perte de nos recettes fiscales pour arriver à ce fameux budget de répartition de 101,8 milliards, en y affectant 19,5 milliards à peu près du prêt. Donc tout ça nous fait une enveloppe globale de 94 milliards et il nous resterait que un peu moins d'une vingtaine de milliards, un peu plus, pardon, d'une vingtaine de milliards pour les 2 prochaines années à venir. Alors voilà pourquoi garder ce petit matelas pour les prochaines années. Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux, au point où on en est, tout insuffler dans l'économie ? Ça a été envisagé ou... Ça a été à un moment donné une demande, effectivement, de la part d'un certain nombre de personnes, mais je considère que l'idée et le discours, en l'occurrence de l'État, a toujours été constant sur le sujet, considérant que le prêt en question devait être utilisé sur les 3 années. Et sur la base de cet élément-là, on a fait nos simulations en tenant compte de cet élément-là. Et pour pouvoir garantir ce 101,8 milliards de répartition sur les 3 prochaines années, j'ai besoin, malgré la reprise qu'on envisage en 2026, ça ne sera pas une reprise suffisante pour retrouver les 101,8 milliards de dotation aux collectivités. J'ai besoin encore d'une partie du prêt de l'État pour pouvoir garantir ce montant de 101,8 milliards. Et pareil pour l'année 2027, de manière bien sûr dégressive d'année en année. Donc c'est la raison pour laquelle le principe a été d'utiliser, conformément finalement à la demande de l'État, le dispositif sur les 3 prochaines années. Alors les débats ont porté notamment sur ce prêt de l'État. Est-ce que finalement il y a un consensus qui s'est dégagé ? Forcément, vous nous parliez de ce courrier que vous aviez envoyé. On sait aussi qu'il y a des réticences encore de la part d'un certain nombre d'élus. Je pense très honnêtement que c'est un sujet qui va être débattu au Congrès de la Nouvelle-Calédonie parce qu'il y a encore un certain nombre de nos collègues qui persistent à vouloir insister sur le principe d'une subvention. Et comme je l'ai toujours dit, on aurait tous aimé que ce soit une subvention, et moi le premier en l'occurrence. Mais le fait est qu'on ne peut pas, à mon sens, si on est responsable, ne pas prendre en considération aujourd'hui la position de l'État. Parce que soit c'est un prêt, soit c'est rien du tout. Alors certains diront, mais non, l'État de toute façon va nous aider. Je rappelle juste que l'État devait nous verser 9 milliards en fin d'année dernière et il ne l'a pas fait
parce qu'on n'a pas voté le texte sur la TGC qu'il aurait voulu. Donc c'est pas non plus complètement irréaliste d'imaginer, en tout cas, qu'il n'y ait pas la totalité de la somme qui soit versée par l'État. Et donc je répète, j'ai pris en considération cette volonté, en tout cas ce choix, cette décision plutôt de l'État, de considérer ça comme un prêt. Mais je crois que ça ne présage pas de l'avenir. Ça n'empêche pas que la discussion peut se poursuivre et que un jour, en fonction des conditions qui seront du moment, que ce prêt se transforme en subvention à un moment donné. Ça, c'est peut-être l'objet de discussions à un niveau supérieur que certains ont déjà entamé, en l'occurrence. Et qui peuvent être liés éventuellement à un éventuel accord politique ou à des éventuelles discussions politiques. Je pense. En attendant, le budget n'a pas été adopté dans un premier temps. Vous avez dû suspendre la séance, la reporter le lendemain. Quelles sont vraiment les oppositions? Hier, c'est l'UC et l'UNI, enfin les membres UC et UNI qui n'ont pas voté le budget. Hein. Effectivement. Ils n'ont pas voté contre, mais ils ne l'ont pas approuvé. Moi, c'est ce que je retiens. C'est que personne n'a voté contre. Ça a été effectivement des abstentions. On a suspendu la séance pour laisser le temps, malgré tout, que la réflexion se poursuive pendant la soirée. Et on a repris nos travaux le lendemain matin. La position est restée la même. Mais moi, ce que je veux retenir surtout, c'est ce choix d'une abstention et pas d'un vote contre. Donc je considère qu'il n'y a pas d'opposition au budget à proprement parler. Peut-être la nécessité de l'ajuster sur certains points, mais ça sera la discussion qui se tiendra au Congrès, et elle sert à ça, hein, c'est le Congrès qui en final délibère et décide, et donc rien ne l'empêche de proposer des amendements pour faire évoluer le budget dans un sens ou dans un autre, et c'est finalement ce choix-là qui a été fait par les 6 autres membres du gouvernement, d'amener le projet de budget au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, et que le débat se tienne au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Franchement, vous pensez qu'il y aura une majorité qui va se dégager et que le budget va pouvoir être adopté le 28 mars au Congrès? J'espère surtout que chacun aura conscience de l'urgence dans laquelle on se trouve et de la nécessité, de la responsabilité qui est la nôtre, de pouvoir prendre cette décision, de voter ce budget pour que rapidement derrière, on puisse mettre en œuvre un certain nombre de dispositifs qui y sont intégrés. S'il n'y a pas de budget, je ne sais pas comment on va faire pour financer notre chômage. S'il n'y a pas de budget, je ne sais pas comment on va faire pour financer nos collectivités publiques. S'il n'y a pas de budget, je ne sais pas comment on va faire pour faire fonctionner nos directions de la Nouvelle-Calédonie. Donc je pense que chacun doit avoir cette conscience de la situation dans laquelle on se trouve et que malgré peut-être les réticences qu'il peut y avoir sur la notion de prêt ou la notion de subvention, sur le fait qu'il y ait eu un 17e gouvernement qui est tombé, enfin sur d'autres considérations, que malgré toutes ces considérations-là, chacun prenne sa responsabilité et adopte ce budget, quitte à l'amender, comme je l'ai dit tout à l'heure, si nécessaire. S'il n'était pas adopté avant le 31 mars, il se passerait quoi? C'est l'État qui prend la main? C'est l'État qui effectivement prend la main, le haut-commissaire qui fait un courrier à la Chambre territoriale des comptes pour mettre le budget de la Nouvelle-Calédonie sous tutelle et qui prendra le temps donc de l'étudier. Donc ça veut dire un peu de temps, ça veut dire du temps, et du temps on n'en a pas. Et c'est de ça dont je parle, c'est de l'urgence de la situation dans laquelle nous sommes. Et puis très honnêtement, on verra peut-être, mais je ne suis pas sûr que l'État bouleverse le projet de budget tel qu'il est aujourd'hui. Donc on ne ferait que perdre du temps, d'une certaine façon, plus qu'autre chose, quoi. Comment est-ce que vous voyez cette année 2025, Thierry Santa, et même au-delà? Votre plan s'étale sur 3 ans, on l'a bien vu, mais est-ce que vous pensez que la Calédonie va retrouver un peu d'attractivité, un peu de relance économique, et dans quel délai, sous quelle forme? Comment est-ce que vous voyez un petit peu les années qui viennent? Moi, je pense que les efforts que nous faisons dans le secteur public, je le répète, pour participer à cette relance en matière d'investissement public, d'une part, le fait que les assurances vont finir par verser quand même les indemnités qu'attendent les entreprises calédoniennes, le fait que, malgré tout, l'État nous accompagne dans tout ça, et je ne parle pas que de l'aspect financier, je sais que l'État travaille, par exemple, pour les assurances sur un fonds qui permettra à nouveau de permettre à chacun de s'assurer normalement. Je pense que toutes ces mesures vont permettre de relancer le tissu économique calédonien
de manière progressive. Ça ne se fera pas du jour au lendemain. Et je reste confiant dans la capacité de nos responsables politiques à aussi trouver un accord politique, parce que je fais partie de ceux qui sont convaincus que les choses sont liées. Le système économique a besoin de perspective, a besoin de stabilité pour se projeter. Et cette stabilité elle passe par une stabilité politique dans un premier temps. Et donc je reste confiant et je pense que, encore une fois, chacun prendra ses responsabilités et arrivera à trouver l'équilibre dont le pays a besoin pour stabiliser à la fois notre économie et derrière avec cette perspective de pouvoir à nouveau faire face à nos besoins en termes de solidarité, parce que c'est de tout ça dont on parle aussi. Je n'ai pas évoqué dans le budget le fait qu'on ait sanctuarisé d'une certaine façon nos dépenses de santé, par exemple, où on a inscrit, et ça a été une de mes priorités, l'enveloppe globale dont ont besoin les hôpitaux aujourd'hui pour fonctionner et commencer à rembourser un peu la dette historique qui est la leur. On a sanctuarisé le régime du handicap et de la dépendance. Enfin, on a sanctuarisé tous ces régimes sociaux, le minimum vieillesse, le minimum retraite, l'aide au logement. Il y a un travail de fond qui doit être mené. Enfin, tout ça, ça fait partie de ce dont les Calédoniens ont besoin. Et voilà, et j'ai confiance en nos responsables politiques au sens large pour avoir conscience de tout ça et qu'avec tous ces éléments en tête, ils comprennent que le pays ne peut pas faire autrement que de trouver un accord et de faire repartir la machine économique. Vous restez confiant, c'est ce qu'on retiendra, et on attend donc le 28 mars pour l'examen du budget, le débat budgétaire au Congrès. Thierry Santa, merci d'accepter notre invitation dans ce magazine Transparence. Merci pour l'invitation.